Depuis la fin du XVIIIe siècle, les Indes vivent sous la tutelle des Britanniques. Aux côtés d'une Inde anglaise administrée par un vice-roi, l'Empire comprend une Inde des princes, constituée de 562 États indigènes, propriété de Maharajas hindous ou de nizams musulmans. C'est cet empire au double visage que Stanislas Antonovitch va immortaliser. Ces photographies témoignent d'une époque, l'Inde des années 30, et d'un regard, celui d'un Français expatrié au cœur de l'empire colonial britannique, où bouillonnent déjà les remous de l'indépendance. J'ai quitté ma famille, une licence de droit en poche, pour faire le commis voyageur dans toute l'Europe, avec comme seul domicile celui de la poste restante. Mais pas pour n'importe qui. Je roule pour Michelin et son déjà légendaire Bibendum. Le voyage, c'est une tradition familiale. Mon grand-père était né en Pologne, mon père à Beyrouth et moi à Constantinople. En 1914, nous avons fui l'Empire ottoman pour nous réfugier à Marseille. Cette photo, prise avec mes 3 frères, c'est quasiment la seule chose que nous avons pu sauver. Et voilà qu'en 1928, Michelin me propose de devenir son fondé de pouvoir dans l'Empire des Indes. J'ai 24 ans, la tête encore remplie des livres de Kipling. J'accepte sans la moindre hésitation. Dès mon arrivée à Bombay, j'achète une... Je me demande si Michelin ne m'a pas fait une blague. Des charrettes et des carrioles circulant dans un désordre indescriptible, il y en a des centaines. Mais des voitures, c'est une autre paire de manches. À qui vais-je donc bien pouvoir vendre des pneus? J'installe mon bureau central à Bombay. Parmi mes collaborateurs, Bill, un Anglais rougeau, très jovial, s'imagine que tous les Français mangent des grenouilles au petit déjeuner. J'ai beau démentir, il ne veut rien entendre. Il habite avec sa femme une maison coloniale entretenue par des boys qu'il juge sournois et voleurs, dont il est perpétuellement insatisfait. Je dois couvrir de dépôts un territoire grand comme l'Europe. Bill me souhaite bon courage. J'achète quelques cartes, tout le barda nécessaire, et me voilà parti. J'ouvre le premier dépôt à Delhi. Pour fêter l'événement, l'un de mes clients musulmans me propose de l'accompagner à la grande mosquée. Sur la place, le spectacle est étonnant. On se croirait à la foire du trône. Les voyages sont folkloriques, car s'il commence à y avoir des routes, elles sont dans un drôle d'état. On a intérêt à avoir de bons pneus. Des pneus Michelin, évidemment. J'en fais la réclame avec des caravanes publicitaires. Partout où nous passons, nous attirons les curieux. Je suis toujours frappé par la misère, le bruit, les odeurs puissantes et contrastées. Mais l'accueil est chaleureux. De retour à Bombay, j'organise même un gymkhana pour vanter la qualité de notre matériel. Bill, qui adore la vitesse, insiste pour se mettre au volant. Il en fait tant qu'il finit le parcours les 4 fers en l'air. Heureusement, rien de cassé. L'Inde compte alors 350 millions d'habitants, pour la plupart hindous et musulmans. 3 leaders incarnent les revendications des élites indiennes réunies au sein du Congrès national indien. 2 hindous, Gandhi et Nehru, un musulman, Ali Jinnah. Tous militent pour un statut de dominion, c'est-à-dire un État doté d'une autonomie interne, restant soumis à la souveraineté britannique pour ses relations internationales. Gandhi entend obtenir ce statut sans violence. Depuis son ashram, il lance une campagne de désobéissance civile.
Lors d'une journée de grève générale, il appelle au boycott des produits manufacturés anglais, au jeûne et à la prière. Mais des violences éclatent. Pour les faire cesser, il entame une grève de la faim et suspend sa campagne. Je suis parti avec Bill installer un nouveau dépôt. La journée promet d'être longue. La chaleur est étouffante, l'air moite. Voilà 3 heures que nous roulons et Bill, bougon, a déjà changé 2 fois de chemise. Mais la route, ou plutôt son absence, lui permet de se rafraîchir. Il n'en continue pas moins de pester contre la lenteur des manœuvres cette fois. Pour l'occuper, je lui confie mon appareil. Il est vrai que pendant la durée des opérations, on aurait eu le temps de tuer un âne à coups de figue. Je livre cette expression provençale à l'imagination de Bill, sans succès. Dès que je le peux, je retrouve Bill au calme du Bridge Candy Club, un club strictement réservé aux Européens. Je m'y suis fait de nombreux amis. Des relations, encore des relations, toujours des relations. Et Michelin terrassera ses concurrents. On s'y baigne en maillot unisexe. On boit des verres en se racontant les dernières bourdes de nos boys. On y rencontre des femmes magnifiques, parfois spirituelles, toujours élégantes. On échange des regards, parfois plus. Moi, je sais comment les séduire. Je les fais rire. Je suis Stan, le Little Frenchman, so funny. Elles adorent les pitres. Et, comme tout le monde ici, elles se moquent bien de l'agitation politique dont l'écho ne parvient pas à franchir les portes du club. Fin 1929, le statut de Dominion n'étant pas accordé, le Congrès national indien affirme solennellement le droit inaliénable du peuple indien à vivre en liberté. Il exige désormais l'indépendance totale. Gandhi engage l'action en appelant à la grève de l'impôt sur le sel perçu par les Britanniques. Le 12 mars 1930, il quitte son ashram à la tête de 80 marcheurs, bientôt rejoints par des milliers d'autres. Après avoir parcouru 350 km, il arrive sur une plage où il ramasse symboliquement quelques cristaux de sel. Tous les Indiens sont invités à remplir des récipients et à en faire évaporer l'eau pour en récolter le sel. L'arrestation de Gandhi ne parvient pas à briser le mouvement. Une négociation s'engage. Le 5 mars 1931, le privilège britannique sur le sel est abrogé. Les prisonniers politiques n'ayant pas commis de violence sont libérés. Mon cher papa, étant parti sans illusion sur l'Inde, je n'ai pas eu de désillusion. La chose qui étonne le plus, c'est la présence partout d'êtres humains. On croit être en pleine solitude et on aperçoit tout d'un coup un hindou avançant lentement, ayant l'air de ne rien faire et de n'aller nulle part. Les caractéristiques des hindous dans ma région sont la haine des musulmans, qui le leur rendent bien, une méconnaissance parfaite de la durée du temps et la faculté de dormir tout éveillé. Ainsi, dans la rue, en auto, on a beau corner, il y en a toujours un en train de rêvasser, et il faut le pousser avec le pare-choc pour le faire sortir de sa méditation. Ce qui, d'ailleurs, n'empêche pas les accidents. Les Anglais, eux, m'épatent. Ils adorent le sport, tous les sports, y compris les plus farfelus. Tels le 100 mètres en tenue de bureau, la course d'œufs mollets ou le miles nautique à propulsion pédestre.
Mais le must, c'est la chasse au tigre. Very, very exciting, me dit Bill en me proposant de l'accompagner. Je ne me dégonfle pas. On a beau être armé, on n'emmène pas large. Il faut savoir garder son sang-froid. Bill le sait et ne rate pas sa cible. Le soir, fourbu, je l'accompagne au club. Bill tient à raconter nos exploits. Enfin, surtout les siens. Et voilà que dans mon viseur, surgit une silhouette qui renvoie le tigre de Bill au statut de chat de gouttière. Elle s'appelle Pauline. Elle est alsacienne et travaille comme reporter pour une revue allemande. Je lui commente les exploits de Bill. Enfin, surtout les miens. Je fais mon tartarin. Avec son pantalon, elle n'a pas grand-chose à voir avec les élégantes britanniques du club qui la regardent de travers, quand, avec aplomb, elle clame son admiration pour Gandhi. Gandhi est invité à Londres pour participer à une table ronde sur l'avenir politique de l'Inde. C'est vêtu d'un simple pagne et d'un châle qu'il arrive en septembre 1931 dans la capitale anglaise. Hostile à toute évolution, Churchill raille ce personnage qu'il traite de fakir à demi nu, prétendant parlementer sur un pied d'égalité avec le roi George V. L'Inde indépendante, martèle Churchill, c'est le chômage en Angleterre et la guerre civile en Inde. Cette Pauline m'intrigue. Elle a tout d'une aventurière. Avec un ami, je l'aide à préparer l'expédition qui doit la conduire pour le compte de son magazine au Sikkim, un petit royaume indépendant jouxtant le Tibet. Et voilà qu'elle me provoque en me proposant de l'accompagner. Le genre de défi que j'aime relever. Je la prends au mot. Je règle quelques affaires urgentes et confie provisoirement à Bill les clés du royaume Michelin. Une semaine plus tard, nous sommes à Gangtok, la capitale du Sikkim. Pauline marchande au mieux la location de mules et le recrutement de porteurs. En bon connaisseur du business oriental, je salue l'artiste. Elle a fière allure. Moi, je tente de rester digne et de faire bonne figure. Après plusieurs jours de marche, nous arrivons dans un monastère. Son grand lama nous réserve un accueil cordial. Avec son air de cow-boy et ses cigarettes américaines, j'avoue avoir du mal à le croire quand il me dit être le frère du 13e Dalai Lama. Nous assistons aux danses sacrées filmées par une équipe de cinéastes anglais. Pauline prend des notes. Pour l'occasion, tout comme le grand lama, je me suis mis sur mon 31. Expression dont aucun Anglais n'est jamais parvenu à percer le sens. Il y est question de Yama, le dieu de l'enfer, et de Shova, le dieu des esprits, lors de danses dont les tenants et les aboutissants demeurent aussi mystérieux pour moi que peuvent l'être les expressions françaises pour les Britanniques. Au petit matin, Pauline me réveille. Je serais volontiers resté au lit. Pour la suite de son reportage, elle veut maintenant rejoindre le camp de base de l'expédition anglaise Euston-Gaumont, qui tente d'être la première à vaincre l'Everest. Je lui demande de m'expliquer l'intérêt de la chose, comme si depuis là-haut, on pouvait voir New York. Et pourquoi pas être le premier à marcher sur la Lune ? Vraiment, Stan, me dit-elle en riant, vous n'y comprenez rien.
Je n'y comprends peut-être rien, mais je comprends vite en revanche la difficulté du parcours. L'altitude, le froid, le dénivelé, les journées de marche et les nuits sans confort, tout concourt à l'épuisement. Mais plus j'en bave, et plus je sens que pour elle, je suis prêt à braver tous les dangers. Nous franchissons à coups de pelle le Natula, un col qui culmine à 4310 mètres d'altitude. Là vit une minorité auprès de laquelle nous nous ravitaillons. Puis une autre nous héberge pour la nuit. L'altitude nous coupe le souffle. Nous ne pouvons plus gravir que 200 à 300 mètres de dénivelé par jour. À 6000 mètres, nous trouvons nos premiers glaciers. Je joue à me faire peur. Pour épater Pauline, je fais le mariole en frôlant les crevasses. Elle se saisit de mon appareil, appuie sur le déclencheur. Dans son regard, je vois naître des sentiments nouveaux. C'est alors que surgit un Sherpa, membre de l'expédition Houston-Gaumont. Il est porteur de mauvaises nouvelles. 4 membres de l'expédition sont parvenus à installer un bivouac à 8550 mètres, la plus haute altitude jamais atteinte par un alpiniste. Ils auraient dû encore batailler plus de 20 heures pour atteindre le sommet. Ils ont dû renoncer et il ne nous reste plus qu'à faire demi-tour. À vrai dire, ni l'un ni l'autre n'avons la moindre envie de regagner Bombay. Nous traînons dans la descente en nous donnant le temps de nommer ce que nous ressentons. De retour dans la vallée, Pauline décide de ne pas rentrer en Europe. La conférence de Londres échoue en raison des divisions minant la délégation indienne. Les Britanniques en profitent pour maintenir le statu quo. Contre l'avis de Gandhi, Ali Jinnah exige, en cas d'indépendance, une partition de l'Inde avec la création d'un État musulman qu'il nommerait Pakistan, le pays des purs. Par ailleurs, les princes régnant sur les États indigènes repoussent l'idée d'un État fédéral qui remettrait en cause leurs privilèges. Arrivée à Bombay, Pauline écrit son reportage. Il est rapidement publié. Je me lance de mon côté dans l'écriture d'une thèse sur les États indigènes. Un doctorat, ça peut toujours servir. Nous profitons de la présence de Bill, qui gère mes équipes avec brio, pour repartir au volant de ma fidèle Studebaker, visiter plusieurs de ces États. Dans celui de Mysore, nous assistons au Darbar, une cérémonie grandiose au cours de laquelle les monarques des États indigènes réaffirment leur loyauté à l'égard de la couronne britannique. Pauline ne voit dans cette prétendue loyauté qu'une servilité d'intérêt. Nous visitons également l'État de Bikaner, dont les 3/4 du budget sont consacrés aux dépenses personnelles de son Maharaja. Il apprivoise des panthères et dépense une fortune pour l'entretien de son chenil. Mais son État ne compte aucun hôpital et l'éducation y est inexistante. Pauline est indignée. Moi aussi. Le temps du Bridge Candy Club me paraît bien loin. C'est maintenant pour un tout autre public que je m'amuse à faire le pitre.
Au sein du Congrès national indien, les tensions s'accentuent. Au congrès de Karachi, Gandhi et Nehru, menacés par les extrémistes musulmans, doivent faire leur entrée sous haute protection. Gandhi tente de préserver l'unité en annonçant le 28 décembre 1931 la reprise des campagnes de désobéissance civile. Mais une fois de plus, il est jeté en prison. Dans tout le pays, de nouvelles émeutes éclatent. Elles opposent les Indiens aux Britanniques, comme les Hindous aux musulmans. La répression britannique et les divisions indiennes font provisoirement taire les espoirs d'indépendance. L'instabilité politique n'empêche pas Michelin de prospérer. Avec Pauline, pour les besoins de mon travail, nous parcourons au fil des mois plusieurs milliers de kilomètres. Au nord, nous ouvrons des dépôts en Afghanistan, où les tensions armées sont pourtant vives. À l'est, nous faisons de même en Birmanie. Nous en profitons pour faire du tourisme, et cela dans une solitude quasi absolue, à peine troublée par la présence de rares hindous qui, fort courtoisement, acceptent de nous prendre en photo. Pas un Anglais en vue. À croire que les merveilles de l'Inde ne les intéressent pas. Les bras m'en tombent. L'invitation au voyage est permanente. Je regarde cette photo de Pauline. Radieuse, elle pose au pied d'un banyan, cet arbre sacré symbole de vie éternelle. Hier, elle est partie faire une course avec Bill. Comme d'habitude, il a dû conduire comme un fou. Ils sont morts sur le coup. Que faire après les avoir pleurés? Sinon fuir ce pays que j'aime autant que je le maudis. Je démissionne de chez Michelin et quitte l'Inde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la défaite surprise de Churchill aux élections favorise la relance du processus d'indépendance. Londres charge le vice-roi, Lord Mountbatten, de remettre le pouvoir entre les mains du Congrès national indien. Mais les musulmans persistent à réclamer la création du Pakistan, ce que Gandhi refuse toujours, s'attirant la haine des extrémistes des deux bords. Le 15 août 1947, Ali Jinnah proclame l'indépendance du Pakistan et Nehru celle de l'Inde. Commence alors un gigantesque transfert de population, entre hindous fuyant le Pakistan et musulmans fuyant l'Inde. Des massacres sont commis, faisant plus de 500 000 morts. 6 mois plus tard, Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou. À cette époque, Stan poursuit sa vie aventureuse dans tout l'Extrême-Orient. Depuis son départ des Indes, son passeport n'a cessé de se couvrir de visas.